Merci beaucoup pour ces paroles. Après cette séance d'introduction fantastique de ce matin, il y aura une rupture de style. Je ne sais pas danser, je danse très mal. Je ne sais pas chanter, ou je chante, mais c'est pas renversant. Je crois aussi que je ne sais pas tenir des discours aussi enflammés et passionnés que Benny. Je ne peux pas vanter la beauté du Luxembourg, bien qu'elle existe et que ça correspond. En plus, ce qui va rendre votre tâche très rude, j'entends souvent que j'ai une voix qui fait dormir. Alors, je ne me fâcherai pas si l'une ou l'autre personne s'assoupit. Entre-temps, je peux vivre avec. Je voulais remercier les organisateurs. C'est un très très grand honneur de m'avoir invité et j'ai bien pu me rendre compte du travail considérable que cela a représenté pour organiser ce congrès. Je voudrais exprimer le respect à l'égard de votre profession. Le travail que vous faites s'inscrit dans la quotidienneté, dans le partage, dans l'ici et maintenant. Et c'est très différent du travail d'autres professions, comme la mienne. Je suis psychologue. Moi, je ne vois les enfants, je vois les parents, les familles, que dans des intervalles beaucoup plus espacés et dans des contextes qui sont beaucoup plus spécifiques. Vous êtes des intervenants de première ligne. Et votre intervention se fonde sur des outils qui sont très exigeants. Vous devez avoir beaucoup de savoir, c'est ce qui s'apprend à l'école et à l'université. Beaucoup de savoir-faire, ce sont les instruments, les pratiques, les outils que nous avons. Il faut avoir aussi beaucoup de savoir-être. Le savoir-être, c'est nous-mêmes. Ce sont nos valeurs et j'en parlerai beaucoup. Alors, sur les 35 ans que je travaille, j'ai beaucoup appris des éducatrices et des éducateurs. Et plus d'une fois, je les ai vus sourire quand ils m'entendaient parler et je comprenais que je devais repenser ma pratique. J'en parle aussi pour dire combien je leur suis reconnaissant. Merci beaucoup. Alors, parler devant un auditoire aussi important et devant des personnes qui viennent de toutes les parties du monde est aussi une expérience particulière. J'espère que je saurai tant soit peu répondre aux attentes des organisateurs, mais je ne vous cacherai pas que je me suis fixé un but qui est celui d'être suffisamment bon, pour paraphraser ce que Bettelheim fixait comme objectif aux parents, pour éviter qu'ils ne tombent dans la volonté d'être parfaits. Vouloir être parfait, c'est garantir un échec. Maintenant, il ne reste pas moins vrai que cet exercice de conférencier crée beaucoup de tension en moi. Et c'est pourquoi je ne suis pas venu seul. Alors j'ai derrière moi, ici sur ma droite, j'ai mes formateurs. Et je devrais dire surtout mes formatrices. Elles m'ont beaucoup appris et si quand j'étais jeune, je pensais que je pourrais les copier, elles m'ont montré que cela les mettait à l'aise lorsque un jour, j'ai décidé de choisir mon propre chemin. Quand je suis en difficulté, je pense toujours à mes formateurs et à mes formatrices et je me demanderai ce qu'elles feraient dans cette situation. Je suis thérapeute familial, comme cela a été dit dans l'introduction, c'est-à-dire que je travaille essentiellement avec des groupes plus grands, avec les familles. Je comprends le comportement d'une personne comme étant l'expression du fonctionnement, par exemple, du groupe familial. Et j'aime beaucoup la complexité aussi, pour autant que mon cerveau est capable de l'appréhender. La nature est beaucoup plus complexe que le cerveau des individus peut imaginer. Je suis aussi très très prudent par rapport aux théories, parce que toute théorie, toute explication est une simplification, c'est une réduction. Nous utilisons des théories et des cartes, mais ce ne sont pas des copies de la réalité.
connaissez peut-être l'histoire de ces soldats de Napoléon qui s'étaient perdus dans les Carpates. Ils n'avaient plus rien à manger, ils étaient sur le point de mourir, et voilà qu'un des soldats trouve une carte géographique. Et cela leur a permis de se sauver. Après coup, on s'est rendu compte que ce n'était pas la carte des Carpates, mais que c'était la carte des Pyrénées. Ça veut dire qu'avec une même carte, une même théorie, on peut expliquer des phénomènes très différents. Alors, en systémie, j'ai appris que l'interdépendance est importante et la dépendance aussi. Et donc cela fait que je suis souvent une partie du problème. Et dans ce sens, je trouve que la systémie est une école de modestie. Alors il y a encore un autre grand groupe derrière moi. Ça, ce sont des personnes qui souvent ne disent rien. Elles n'ont pas l'habitude d'être écoutées. Ce sont toutes les familles, les adultes, les enfants que j'ai pu rencontrer dans mon travail. Ou bien que dans mon travail de supervision, j'ai été amené à connaître. J'ai appris à travers eux que la vie n'est pas toujours facile. Ce sont des personnes qui souvent ont vécu de grands traumatismes. Certains ont pu rebondir et d'autres pas. Il faut s'imaginer ce que cela signifie pour vous et pour moi que d'être le dépositaire de tant d'histoires, de tracés de vie, de drames. Comment nous arrivons à comprendre à travers le regard des autres. Peut-être connaissez-vous cette histoire persane du sage qui était toujours en grande admiration devant la lune. Il adorait la lune. C'est vrai que la lune est très très belle quand elle resplendit dans la nuit. Alors il avait l'habitude de montrer la lune. Il montrait la lune aux autres personnes et donc il pointait avec son doigt vers la lune. Et l'histoire dit qu'un jour, il y a un idiot qui s'est rapproché de lui. Et plutôt que de regarder la lune, il a regardé la pointe de son doigt. Et c'est une histoire qui généralement fait sourire parce que tout le monde s'identifie avec le sage, mais il y a toujours eu quelque chose qui m'embêtait dans cette histoire. Et finalement, j'ai compris que ce sage n'était pas un vrai sage. Parce que si c'était un vrai sage, il aurait aussi regardé la pointe de son doigt, parce que c'est là qu'il aurait rencontré le regard de cette personne. Cela veut dire que nous avons un métier où nous devons aller à l'encontre des personnes que nous rencontrons. Et finalement, comme je le disais déjà avant, comprendre leur histoire avec leurs propres yeux, avec leur propre compréhension. Partager toutes ces histoires crée chez moi un sentiment de profond respect et aussi de partage de confiance. C'est un peu comme si chacune de ces personnes laissait une trace dans ce grand livre qui est le récit de notre vie. Nous sommes en fait capables de vivre plusieurs vies en une seule. Et ceux et celles qui ne savent pas ce que nous faisons ne peuvent comprendre aussi cette passion qui peut nous animer. C'est pourquoi je crois que travailler dans ce domaine qui est le nôtre, c'est s'inspirer d'un grand humanisme. Nous avons un métier d'une grande noblesse et je crois que nous pouvons vraiment être très très fiers de ce que nous faisons. Il y a encore un autre petit groupe derrière moi, c'est ma famille actuelle et aussi ma famille d'origine. Je suis enfant de l'immigration. Mauvais élève, j'ai appris que c'est par le travail qu'il était possible de compenser mes déficits. Cette orientation, cette habitude a fait que le travail occupe dans ma vie une place importante, encore aujourd'hui. Mes parents ont fourni un bon exemple en ce sens. Adulte, j'ai appris ce qu'était l'insouciance. Et puis, en tant qu'enfant étranger, je crois avoir développé ce que j'appelle, moi, un vécu d'étrangeté. Je n'ai pas de patrie, je n'ai pas de langue maternelle,
je vis au Luxembourg, mais il y a une partie de moi qui réside toujours dans mon pays d'origine, qui est l'Italie. Je suis très reconnaissant au Luxembourg, qui a été pour nous un pays d'accueil, pas toujours facile. J'ai survécu, j'ai bien vécu, et je suis très attaché à ce pays. Mais j'aime aussi le pays de mes parents et de mes grands-parents. Et cette appartenance multiple m'enrichit. Et elle fait qu'en fin de compte, je suis comme un citoyen du monde. J'habite de façon temporaire sur la terre. J'ai vécu cela pendant longtemps comme une fragilité, mais avec le temps, cette étrangeté, ou devrais-je dire cette incapacité de me lier à un pays en particulier, est devenue un instrument de travail. Je peux entrer dans une famille, me mettre en résonance, interagir, faire partie de leur réseau de relations, puis en ressortir pour mieux réfléchir. Et pour tout vous dire, dans ma famille, il y a des personnes qui ont fait de la prison parce qu'ils n'avaient pas de papier et qu'ils aspiraient à ne plus souffrir la faim, parce qu'ils ont coupé des arbres dans un des plus beaux parcs d'Italie, parce qu'ils avaient froid. Et ni moi ni personne d'autre avons honte de cela, parce que la vie n'est pas un... Je suis sûr que ça allait marcher. Parce que la vie n'est pas un long fleuve tranquille, mais plutôt un voyage où le chemin se fait en marchant, comme disait si bien le grand poète Antonio Machado. Mais quand on cite cette belle phrase de Machado, on oublie le reste du texte dont je voudrais vous lire une partie. Voyageur, le chemin, c'est les traces de tes pas, c'est tout, voyageur. Il n'y a pas de chemin. Le chemin se fait en marchant, et quand tu regardes en arrière, tu vois le sentier que jamais tu ne dois à nouveau fouler. Alors pourquoi est-ce que je parle tant de moi? C'est en fait pour rendre compte que nous qui travaillons dans le monde des sciences humaines ne sommes pas seulement nourris par des livres, mais par les personnes qui sont derrière les livres. Nous sommes formés par les jeunes, par les enfants, les familles. Ce sont elles qui déposent une partie de leur histoire dans nos mains. Et nous sommes formés par notre histoire. Et c'est le récit de cette histoire qui nous donne notre identité. J'aime tant cette belle phrase de Paul Ricoeur que je ne me fatigue jamais de citer. Chaque individu se reconnaît dans le récit qu'il se raconte à lui-même, sur lui-même. Nous avons une histoire en nous qui est continuellement vivante et qui se réajourne continuellement. Alors je voudrais en arriver au thème de mon intervention en commençant par évoquer un certain nombre d'éléments qui, pour moi, sont essentiels pour comprendre la condition humaine. Mais comme je l'évoquais déjà avant, soyez prudents par rapport à ce que je vais vous dire, parce que ce n'est qu'une façon de comprendre l'humain. Paul Václavic a écrit un livre dont je ne voudrais citer que le titre « La vérité, c'est l'invention d'un menteur ». Parce que le contraire d'une vérité, ce n'est pas un mensonge, c'est souvent une autre vérité. Et nous avons tendance à choisir une face de la médaille. En fait, nous devrions toujours choisir les deux. Et je dis tout cela pour bien marquer la relativité de ce que je dis et à chacun de vous de prendre ce qui est utile. Je voudrais dans cette partie maintenant essayer de répondre à la question « Comment est-ce que le monde vient dans la tête des êtres humains ?» Les enfants ne naissent pas avec une copie du monde qui serait contenue dans leur ADN. Les travaux de John Bowlby, il y a plus de 60 ans, nous apportent de nombreuses réponses à cet égard, et elles sont soutenues aujourd'hui par les recherches des neurobiologues qui viennent apporter une explication complémentaire et qui font fructifier les découvertes qui ont été faites déjà depuis plus de 100 ans dans les domaines
dans le domaine des sciences de l'éducation. Ce que Bowlby a élaboré, c'est que le bébé qui naît est doté d'énormes potentialités. Il va construire ce qu'il a appelé un modèle interne opérant, qui est en quelque sorte un programme relationnel, un moule qui lui permettra de nouer des relations avec d'autres personnes et de construire des liens affectifs. Pour que cela puisse fonctionner, l'enfant va s'adapter aux interactions avec des personnes de son environnement et va commencer à sélectionner les expériences et les intégrer à ce moule. Il va développer une image de soi et aussi un modèle des personnes de son entourage. L'enfant sera sensible essentiellement à deux paramètres. Le premier, il va vérifier si l'environnement est attentif à ses besoins physiques. Et le second est de savoir s'il va bien sur le plan de sa sécurité psychique. Pour l'exprimer en d'autres termes, est-ce que je vaux la peine d'être aimé? Cet apprentissage est en fait à la base de la construction de la personnalité et ne peut pas se faire de n'importe quelle façon. Je voudrais vous citer ces deux belles phrases, l'une de Martin Buber, « Der Mensch wird erst im Du zu mich », ce qui, à mon avis, n'est pas traduisible dans cette clarté, mais ce qui signifie en fait que pour devenir je dois avoir un tu. La construction de ma personnalité passe par une tierce personne. Martin Buber fait partie des nombreux auteurs que je ne sais pas lire, qui sont d'une richesse tellement grande que je ne lis que par chapitre ou par partie. Et l'autre citation que je voudrais aussi faire est de Paul Ricoeur, qui signifie un peu la même chose, c'est que le plus court chemin de soi à soi passe par l'autre. Cela veut dire que chaque enfant a besoin d'une tierce personne et que cela se fait à travers le lien. Sans lien, il n'y a pas de relation. Et sans relation, il n'y a pas d'éducation. Et sans tout cela, les apprentissages ne sont pas possibles. Le psychisme a horreur du vide, et le vide créé par l'absence de lien ouvre des gouffres dramatiques dans la vie des enfants, ce qui va les marquer pour toute leur vie. Le lien est quelque chose de très particulier. Il se construit dans le rapport avec un nombre très limité de personnes. À la limite, il est suffisant qu'une personne soit à disposition du petit enfant. S'il y a plus d'une personne, ce qui est le plus souvent le cas, l'enfant va construire une sorte de hiérarchie, va favoriser la relation avec une, deux ou trois personnes qui vont devenir une base sécure. Et n'oublions pas une chose, ce sont les enfants qui créent les parents et ce sont eux qui font développer chez eux cette capacité d'être une figure d'attachement. Qu'arrive-t-il lorsque les parents se déresponsabilisent de l'éducation, ne savent pas assumer ce rôle de figure d'attachement? Trop de personnes, un environnement déstructuré, fragile, instable, empêchent la création du lien. J'attire votre attention que dans nos pays, nous assistons au phénomène que de nombreux enfants passent un grand temps de leur vie dans des lieux d'éducation extrafamiliale. C'est une chance de meilleure socialisation pour la plus grande partie de ces enfants. Et par ailleurs, nous ne savons pas encore au juste quelles conséquences cela peut avoir lorsque ces lieux de socialisation sont de qualité douteuse ou lorsqu'il s'agit d'enfants qui vivent dans un milieu familial où le lien n'a pas pu s'établir de façon convenable. Ces lieux extrafamiliales ne sont pas à même
de compenser le manque de création de liens dans les familles. Alors, les neurobiologues confirment ce que nous savons depuis longtemps. Grâce aux nouvelles technologies, nous savons mieux évaluer le potentiel des enfants. C'est tout comme si, disent les neurobiologues, la nature, ne sachant pas où allait naître l'enfant, l'avait doté avec un système nerveux qui a des potentialités incommensurables. Ils apportent la preuve que si la motricité va se développer tout au long de notre vie, donc sur ce plan-là, je pourrais encore faire des progrès, l'émotionnalité, elle, au contraire, sera fixée assez tôt et ne subira plus de grandes transformations. L'engrais de tout apprentissage, c'est l'émotion. Dans la Bible, il est écrit « La parole est au commencement ». C'est faux. C'est faux. Au début, il y a une émotion. Le système nerveux est un organe social qui met l'humain en échange avec son environnement. Sachez que notre cerveau est un gros ouvrier, un forcené du travail, qui consomme énormément d'énergie. C'est en fait un chantier qui ne se ferme jamais. D'ailleurs, depuis que j'ai commencé à parler, il y a 25 minutes, mon cerveau n'est plus le même, ni d'ailleurs le vôtre. Je voudrais dire encore un mot sur une découverte qui date d'une vingtaine d'années et dont beaucoup ont déjà entendu parler. C'est la découverte des neurones en miroir. C'est un Italien, Giacomo Rizzolatti, qui par hasard a fait cette découverte qui est d'une grande fascination, une découverte majeure pour les sciences humaines. Les neurones en miroir sont une catégorie de neurones qui présentent une activité aussi bien lorsqu'un individu exécute une action qu'il observe un autre que lorsqu'il observe un autre individu exécuter la même action, ou même lorsqu'il imagine une telle action. D'où le terme miroir. Le système miroir des émotions permet de simuler l'état émotionnel d'autrui dans notre cerveau et donc de mieux identifier les émotions éprouvées par les individus de notre entourage. Je crois que nous, dans le domaine des sciences humaines, devons beaucoup nous entraîner pour développer ces neurones en miroir. Et je pense que nous en sommes capables. Nous sommes dotés de cette capacité de ressentir des choses auprès d'autres individus, même si ces personnes ne les ont pas nommément exprimées. Nous pensons, ce que disent les neurobiologues, c'est que ces neurones en miroir jouent un rôle central dans les apprentissages des processus relationnels et surtout pour tout ce qui concerne l'empathie. L'empathie, c'est aussi une compétence que nous devons avoir. D'ailleurs, certains appellent ces neurones en miroir les neurones empathiques. L'enfant a donc besoin de vivre une relation de dépendance gratifiante qui le porte et le tient. Et c'est cette expérience de proximité qui va donner à l'enfant un premier sentiment de sécurité et de protection, qui, s'il se confirme, va servir de moule pour toutes les expériences ultérieures de proximité et de confiance, et va aussi et surtout créer un modèle du monde dans lequel sont inscrites les clés qui permettent de donner accès à un réseau relationnel gratifiant. J'ai pour ma part découvert, il y a une quinzaine d'années, combien il était important de travailler avec les ressources des personnes. Dans ma formation de psychologue, j'ai surtout été formé à diagnostiquer les déficits. Travailler avec les ressources est beaucoup plus enrichissant et permet d'établir une relation beaucoup plus stable
table avec ces personnes. J'aime beaucoup utiliser le terme de orpailleur. L'orpailleur, c'est l'homme et la femme qui sont à la recherche des pépites d'or dans l'eau ou bien dans la boue, parce que nous rencontrons souvent des personnes qui, dans leur vie, ont vécu tant de drames, tant de misère, qu'eux-mêmes ne se sentent plus investis de ressources. Et notre travail consiste à aller à la recherche de cette richesse qui se trouve chez eux. Le lien englobe pour moi de la dépendance, car sans lien qui retient l'enfant, un enfant ne peut pas accéder à l'autonomie. Pour répondre encore une fois à la question de savoir comment est-ce que le monde pénètre dans l'enfant, eh bien en simplifiant, je dirais que l'enfant va construire dans son psychisme une copie du monde qu'il rencontre et que cela va créer ce moule indélébile. Toutes les expériences qu'il va faire vont pouvoir enrichir, compléter, voire même corriger ce moule, un peu à l'image de ce que disait Milton Erickson, il n'est jamais trop tard pour avoir une belle enfance. Si j'avais deux métaphores à utiliser, ce serait l'une de parler des fondations d'une maison. De bonnes fondations assurent la pérennité de la maison qu'on construit dessus. Mais une maison avec des fondations qui ne sont pas tellement bien faites va créer des fissures, mais on pourra toujours habiter dans cette maison. Néanmoins, s'il y a un tremblement de terre qui arrive, la maison va être détruite justement par rapport à ses points de faiblesse, là où se trouvent les fissures. Donc nous avons tout à gagner à créer des maisons avec des bonnes fondations, et notre souci serait aussi de créer les conditions pour que les enfants puissent naître et se développer dans de très bonnes conditions. Et une autre image, c'est celle de dire qu'un arbre, pour grandir, a besoin de toutes ses racines, même s'il vit dans un environnement précaire. S'il y a une chose qui me surprend toujours, et c'est d'une richesse inouïe, c'est de voir les forces et les ressources dont disposent les hommes et les femmes, et les enfants aussi, pour vivre dans des conditions parfois extrêmement difficiles. Et ce sont des personnes et des enfants pour qui la vie vaut toujours la peine d'être vécue. Tout porte à croire que ces fondations, ces racines, ce moule de lien qui s'installe dans la toute petite enfance va structurer aussi d'une certaine manière nos rapports avec nos amis, dans notre couple conjugal, dans notre couple parental, va définir aussi d'une certaine façon la manière dont nous allons éduquer nos enfants. Mais cela va aussi définir les relations que nous aurons avec les pédagogues sociaux, avec les psychologues, avec notre instituteur. C'est dire combien cette phase est importante. Alors je crois que nous vivons dans une société qui n'apporte pas le soutien nécessaire au respect de cet invariant biologique. Je crois qu'on tend à minimiser l'importance des liens d'attachement. Et je me demande si cette méconnaissance ne permet pas de comprendre, du moins en partie, la souffrance émotionnelle de tant de nos concitoyens. Et je voudrais vous entraîner maintenant à faire un saut en passant à un autre niveau. Je voudrais d'abord évoquer que les grands intégrateurs dans nos sociétés, le monde du travail, l'école, la religion, la politique, sont pris dans un remous de légitimation et ne fournissent plus un cadre de référence rassurant. Ces grands intégrateurs sont en panne. Mais
Mais ce sont elles quand même aussi qui créent le tissu social, qui fait que je puisse me sentir comme appartenant à quelque chose de plus grand. Les sociologues parlent ici de lien social. Et ce lien se fonde sur une appartenance, une affiliation qui fait que des gens se sentent comme réunis. Cela représente une grande force qui lie les membres d'une communauté, un peu comme cela s'est vécu ici ce matin. Et si cette difficulté à créer du lien dans la vie de nos petits était à mettre en relation avec la crise du lien social, non pas que l'un entraîne nécessairement l'autre, mais je ne peux m'empêcher de faire le constat que les mécanismes en jeu sont fort identiques. Ces institutions, qui sont les lieux où se vit le lien social, n'ont plus cette force attractrice et fédératrice. N'est-ce pas cela qui ouvre aussi la porte toute grande à la solitude, à l'isolement, à la réduction des rapports sociaux ou alors à l'individualisme, une attitude qui prône l'autonomie individuelle et qui consiste à privilégier les droits et les intérêts d'un individu. Alors j'entends souvent dire que nous vivons aujourd'hui une crise de l'autorité. Mais pour moi, c'est en fait une crise du lien, et donc aussi de la dépendance, qui est perçue comme une catastrophe, car adversaire de la liberté à laquelle chacun et chacune aspire avec frénésie. Si liberté revient à dire que nous devenons incapables d'établir des liens durables dans le temps, je crains fort que nous devenions incapables de bien nous occuper de nos jeunes. Face à tous ces questionnements, nous avons un rôle important à jouer. Comment vont progresser nos professions? Par plus de techniques, oui, plus de théorie, bien sûr, plus d'études académiques, certainement, plus de salaire, qui dirait non, plus de reconnaissance sociale. Oui, bien sûr, de tout un peu pour que cette mayonnaise puisse prendre. Mais je pense qu'un vrai progrès se fera par la prise en compte des valeurs éthiques que nous associons à notre travail. Et c'est de cela que je vais parler maintenant. L'éthique peut être définie comme une réflexion sur les comportements à adopter pour rendre le monde plus humain. L'éthique, c'est une recherche d'idéal de société et de conduite de l'existence. Et dans tous les cas, l'éthique vise à répondre à la question « Comment agir au mieux ?» Elle met le respect de soi et d'autrui au centre. Et je pense que c'est cela, le fond de commerce de nos professions, nos convictions et notre engagement. Ce sont les valeurs éthiques qui vont doper notre travail. Nous avons pour cela un devoir d'ingérence. Par exemple, Benny en a parlé ce matin, par rapport à la primauté du monde financier et économique qui prend le pas sur toute autre chose. Vous, les pédagogues sociaux, et moi, psychologue qui travaille au Luxembourg, allons-nous devoir remplacer le manuel du bon intervenant social par le mode d'emploi pour le plan comptable? C'est ce devoir d'ingérence qui nous permet de nous immiscer dans le futur. Et nous avons des choses à dire, à réclamer au monde politique et aux personnes qui nous gouvernent. Et je pense que nous devons éviter à mélanger revendications syndicales et engagement pour la défense des droits des personnes que nous voulons soutenir. Ce devoir d'ingérence se fonde sur plusieurs piliers. Ce matin, il y a eu cette phrase, on se demande si la vie a un sens, et puis on rencontre des personnes qui donnent un sens. Je crois que nous sommes des constructeurs de sens.
j'ai eu la chance d'entendre Viktor Frankl, il y a une quinzaine d'années, qui est le fondateur de la logothérapie. C'est un vieil analyste qui est mort il y a une dizaine d'années et qui disait que les individus étaient fragilisés, non pas parce que la mécanique psychique interne fonctionnait mal, mais parce que les personnes ne trouvaient plus de sens dans leur vie. Et alors il disait, là où il y a un pourquoi, vous trouverez toujours un comment. Là où il y a la question du sens, et où on trouvera une réponse, on trouvera aussi le chemin pour comment s'en sortir. Nous sommes des inventeurs d'espoir aussi. Là où il n'y a pas d'espoir, nous pouvons essayer de l'inventer, ce qui est une tâche très rude par rapport à des enfants et des adolescents ou des adultes qui ont un passé tellement traumatique. Nous sommes des experts de la résilience parce que nous pouvons ouvrir des chemins pour voir comment il est possible de vivre malgré tout. Nous pouvons leur offrir des expériences de rencontres réparatrices pour réparer des choses qui ont été cassées, détruites ou salies dans le passé. Et nous devons assumer une part de responsabilité. Il se peut que nous ne soyons pas responsables pour la situation dans laquelle une personne se trouve, mais nous allons devenir responsables si nous ne faisons rien pour la changer. C'est une paraphrase d'une citation de Martin Luther King. Et nous sommes aussi des experts en dignité. La dignité est une valeur qui est associée de façon permanente, inaliénable, inconditionnelle à tout être humain, quel que soit l'âge, le sexe, la santé physique ou mentale, la religion, la condition sociale, l'origine ethnique de l'individu en question. Comme l'écrivait le philosophe Paul Ricoeur, cette notion renvoie à l'idée que quelque chose est dû à tout être humain rien que du fait qu'il est humain. Et donc, nous avons aussi un droit à l'indignation. L'obéissance n'est pas une vertu. Nous devons être capables de penser radicalement et souvent nous devons apprendre à agir avec modération parce que les institutions, même celles dont nous faisons partie, changent très très lentement. Alors, nos métiers et votre métier sont des métiers particulièrement nobles et s'inscrivent dans un humanisme qui fait défaut. Nous fondons notre réflexion, notre pratique, avec en arrière-fond la Déclaration des droits de l'homme, la Convention des droits de l'enfant. Ce sont à elles seules une clé pour l'avenir de l'humanité et constituent le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde. Et comme il est écrit si bien dans le préambule de la Déclaration des droits de l'homme, la méconnaissance et le mépris des droits de l'homme ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l'humanité. Et je pense que la plus haute aspiration est un monde où les êtres humains seront libres de parler, de croire et d'évoluer. Et l'égalité, c'est donc la prise en compte de notre diversité. Et c'est avec ce message-là et cette vision que je voudrais terminer mon intervention en citant encore Mahatma Gandhi avec une phrase qui a été pour moi d'une très grande inspiration. Chacun de nous doit devenir le changement que nous voudrions voir dans le monde. C'est-à-dire que le lieu du changement se trouve bien chez nous avant qu'il ne puisse avoir lieu chez les autres. Je vous remercie pour votre attention.
Merci beaucoup Gilbert pour ton fantastique discours. S'il y a des personnes au public qui aiment poser une question ou exposer une réflexion, alors on n'a qu'à demander le micro et Gilbert il sera là pour vous répondre. Est-ce qu'il y a une question, une réflexion par rapport à l'exposé? Who is first? Rien. Je trouve très intéressant ce que vous parlez de lien, parce que pour initier un travail comme éducatrice ou éducateur, c'est nécessaire ce lien. Et ça me fait réfléchir que quelquefois, quand nous travaillons dans des institutions, ils ne comprennent pas vraiment l'importance de ce lien. Et par exemple, quelquefois, pensent que c'est possible de substituer une personne par une autre sans avoir valoré spécialement les temps qu'il faut pour initier le travail. Merci pour votre intervention. Le temps est une donnée tellement importante dans la création du lien. J'entends souvent dire que la qualité d'une relation peut se passer du temps nécessaire pour l'installation du lien. C'est faux. Ça fonctionne avec mes filles qui ont 30 ans, 35 ans. Il suffit que je les voie toutes les 2-3 semaines pour que le lien puisse être maintenu. Mais si nous avons affaire à des petits-enfants, le temps est tellement important. Et c'est vrai aussi dans le cadre d'enfants, d'adolescents ou même de personnes adultes qui ont un vécu difficile par rapport au lien. Ils vont devoir être assurés que cette personne qui est en face d'eux vaut la peine d'être investie et que lui, en tant qu'individu, est important à ses yeux. Et donc là, nous tous, je trouve, un devoir très important à expliquer cela. Parce que si nous ne le faisons pas, avec les temps qui courent, où le temps se définit par un coût, j'ai bien peur que l'idée de relation perde de plus en plus d'importance. Other questions? Il y a encore des questions, des réflexions? J'aimerais aussi s'il y a des personnes qui sont en désaccord avec des points que j'ai dit, cela me ferait beaucoup plaisir de les entendre aussi. Emmanuel. Merci. Emmanuel Grupper d'Israël. Je voudrais avoir votre point de vue parce que Bowlby et sa théorie d'attachement est souvent utilisée d'une façon un peu politique contre les institutions. Et il y a des gens qui essayent de prétendre que, d'ailleurs, il cite Bowlby en disant que la meilleure institution ne peut pas remplacer la plus mauvaise famille. Mais cette contradiction entre l'institution, les liens, et dans des cas, malheureusement, des fois, est obligatoire, contrairement à la famille qui est des fois défaillante. Comment vous voyez ce continu? Bowlby était un psychanalyste. Et jusque-là, on pensait toujours que l'amour passait par l'alimentation, pour simplifier un peu. Et Bowlby a montré qu'il y avait autre chose qui était important. Il a été très contesté par ses amis psychanalystes, qu'il appelait d'ailleurs Ali Baba et les 40 bandits, parce qu'il avait fait ses recherches dans une institution où il y avait 40 enfants qui étaient
très précarisé, qui est en grosse difficulté. Et donc Bowlby a beaucoup insisté sur l'importance du lien, et je pense que l'établissement d'un lien peut se faire le plus adéquatement possible entre les parents et l'enfant. Ceci étant, force est de constater que cela ne marche pas toujours. Il y a un souci de prévention primaire de faire pour créer des conditions pour que le père et la mère puissent rentrer dans leur rôle de parents d'éducation qui puissent vraiment fonder la personnalité de l'enfant. Le Luxembourg a une longue tradition de séparation des parents et des enfants. J'ai prétendu il y a 20 ans que le Luxembourg est le pays au monde où il y a le plus d'enfants qui sont séparés de leurs parents. Il y a 20 ans, nous avions 1%, un enfant sur 100 de tout le pays qui vivait en institution. Et encore aujourd'hui, les décisions sont parfois prises de façon précipitée. Je ne veux pas entrer dans cette discussion-là, mais je pense qu'il est des conditions où l'institution doit se mettre à la place du manque que l'enfant vit dans sa famille. Et que cela doit se faire généralement dans un complément de la famille et parfois aussi dans un remplacement. Donc je ne suis pas le grand spécialiste de Bowlby, je ne connais pas cette discussion que vous évoquez, mais je ne veux pas entrer aussi dans une opposition comme ça, d'une part la famille, d'autre part l'institution. Je pense que ce sont simplement deux choses tout à fait différentes. Mais que si on sépare l'enfant de sa famille, tout doit être fait pour que l'enfant puisse garder des racines. L'enfant en a besoin. La vie pour un enfant n'est pas pensable s'il n'y a pas pour lui l'image quelque part qu'il a été un individu souhaité et désiré. Et c'est pourquoi l'objectif n'est pas de punir des parents, comme j'entends souvent qu'on a envie de le faire lorsqu'ils n'assument pas bien leur tâche, mais il s'agit de protéger une image tant soit peu bonne pour que l'enfant puisse vivre. Encore une question? Une réflexion? Oui, Charles. Merci, Charles Schmitt du Grand Duché de Luxembourg. Merci pour les réflexions que tu nous as présentées et qu'il est donc possible de partager avec toi. J'aimerais en fait te demander, sur base également de ton expérience professionnelle, les questions évoquées par Madame la Ministre ce matin dans le domaine de l'éducation des enfants, donc le rôle des gens, du père et du mère. Donc, moi, j'ai toujours eu des difficultés à reconnaître qu'il existerait éventuellement des compétences parentales strictement masculines ou bien féminines. Donc, est-ce que tu pourrais dire un mot là sur ce sujet qui, dans nombreux de pays, est actuellement discuté, notamment dans le contexte de l'homoparentalité? Oui. Donc, c'est une discussion qui est très animée en France, surtout, et qui fait courir beaucoup de monde, non pas seulement des personnes qui sont contre l'homoparentalité, mais beaucoup aussi qui sont en désaccord avec le gouvernement. Donc je pense, en ce qui me concerne, que l'homoparentalité permet à des enfants de grandir dans des bonnes conditions. Ceux qui sont contre ne savent pas comment ça se passe. Ils pensent souvent que moi, Gilbert, 2 ans, je vais dire papa à Mike et je vais dire papa à Gino. Non, j'aurai un père, c'est le père géniteur, et j'aurai le partenaire du père géniteur. Et c'est pareil s'il y a 2 femmes qui s'occuperont de moi. Donc sur ce plan-là, je pense que ça ne pose pas problème. Et d'ailleurs, ceux qui disent que
la famille est un modèle universel, comme j'entends souvent qu'on raconte ça, surtout dans les milieux qui sont proches de l'Église, c'est faux. Ce n'est pas exact. Il suffit, donc, quand je suis dans mon bureau, je fais 30 cm et je trouve 2-3 livres qui expliquent que ce n'est pas un modèle universel. Ce n'est pas dans tout le monde que chaque enfant doit avoir un père et une mère pour grandir et ne pas pas devenir fou dans la suite de sa vie. Ce que je pense qui est important, c'est que cet enfant, dans le décours de son évolution, puisse apprendre à connaître des hommes et des femmes qui vont lui permettre de développer des conditions qui sont peut-être liées à son rôle de garçon ou de fille. Bien que cela soit aussi quelque chose qui est très fortement mis en doute par les gender theories qui vont très loin, qui vont trop loin pour moi, mais personnellement, je ne trouve pas que cela pose problème. Je pense néanmoins aussi que ça serait très important que dans nos milieux, il y ait plus d'hommes qui travaillent. Je trouve, par exemple, dans ma profession de psychologue, quand je vois les psychothérapeutes, ce sont souvent des femmes. Et les hommes qui travaillent dans ces milieux-là sont plutôt comme moi, doux, arrondis, très gentils, hein, qui, à ce qui semblerait, ne lèvent jamais leur voix, ce qui est d'ailleurs fausse chez moi, et que beaucoup d'hommes ne se retrouvent pas dans ce contact-là. Moi, par exemple, quand je vais chercher ma petite fille au foyer d'enfants, on me dit toujours « elle a très bien mangé aujourd'hui ». Comme si ça m'intéressait, c'est pas ce qui m'intéresse. Donc je pense que là, on me donne une réponse qui serait plutôt adressée à une femme, je n'en sais rien. Mais par rapport à ça, je ne me fais pas tellement de soucis. Autre question? Alors, moi, je vais poser une question. Pour revenir à la notion du temps, dans notre temps moderne, on a vraiment un grand manque de temps en famille. C'est vraiment le grand stress pendant le week-end pour faire les courses, pour faire un week-end à la plage, pour travailler jusque tard. Les parents, ils doivent travailler. Et est-ce que, à ton avis, c'est quelque chose qui est compensable pour nous, les professionnels, les institutions? Mais je pense que ton épouse a bien donné la réponse ce matin au petit déjeuner. Si j'ai bien compris, elle est très gentille avec toi, n'est-ce pas? Elle t'a dit, je suis content que le congrès va commencer. Et comme tu as eu des doutes, tu lui as dit, pourquoi me poses-tu cette question? Alors elle a dit, mais alors ça veut dire que ça sera bientôt terminé. Toutes les partenaires ne sont pas comme ça. Je pense que c'est compensable d'une certaine façon, mais pas toujours. Et j'insiste encore là-dessus, je ne peux pas me fatiguer là-dessus, au risque de me faire taxer de conservateur. Récemment, quelqu'un m'a dit que j'étais très conservateur, peut-être que je le suis. Un petit enfant, un bébé, a besoin d'une personne qui soit près de lui, a besoin de cela, a besoin, il ne faut pas que ça soit une mère, ça peut être un père. Je pense que les pères peuvent très bien s'occuper de ce rôle-là, bien que souvent les mères pensent qu'un père, dans la pire des hypothèses, ça sera une mauvaise mère. Mais je pense qu'on ne peut pas se passer de ces choses. Et que voilà. Et s'il reste encore un peu de temps, vous savez, ils sont très sérieux à ce congrès. Ils m'ont envoyé un contrat à signer. Et dans ce contrat, ils m'avaient écrit que je devais parler 1 heure et que je devrais être disponible pendant une demi-heure pour répondre à des questions. Alors, si maintenant, vous n'avez pas des questions à me poser jusqu'à 15h30, vous me mettez en difficulté parce que ça veut dire que je n'aurai pas rempli mon contrat
Donc j'ai déjà des sueurs ici. Je me demande s'ils vont me permettre de rentrer ce soir. Alors voilà encore une question parce que il reste 20 minutes pour des questions, il est 15h. Et à 15h20, je vais vous raconter encore une histoire sur le temps. J'ai vu que quelqu'un a pris le micro là-bas. Te voy a hacer un favor, ya que has citado a Antonio Machado. Soy José Ignacio, soy de Granada, de España. Quelqu'un doit me traduire. Sí, que te quería hacer un favor, ya que has citado a Antonio Machado, para que no te penalicen en tu contrato. Yeah, that's Europe. Gracias. Te iba a hacer una pregunta doble. Has hablado al inicio de tu intervención, ¿sí? Has hablado de... One more time, please. Más. Gilberto, buenas tardes. Elle te salue. Decía que te hacía un favor para que no penalicen tu contrato, entonces esto entraba dentro del truco para que el tiempo se extendiera. De faire un tout petit c'est qu'il va poser des questions pour que tu n'aies pas de problème. Te agradecía la cita de Antonio Machado y ahora te hago la pregunta en una pregunta doble. En tu intervención hablaba de que detrás tuya tenía a tu educadora y a tus educadores a los cuales querías emular y también has citado a tu familia. Elle te fera aussi que tu as parlé d'Antonio Machado, parce que lui, il vient de l'Andalousie. Alors, il dit que tu as parlé de ta formatrice et tu as parlé aussi de ta famille. Aunque sé que en el Congreso hay una ponencia dedicada a eso, ¿qué opinión te merecen las constelaciones familiares como profesional, como técnica de intervención en los trabajos individuales familiares o los trabajos de caso? Esta era la primera pregunta. Ahora vendrá la segunda y ya me das tu respuesta. Maintenant, c'est la première question. Il y en a une autre, une seconde. Alors, il veut savoir qu'est-ce que tu penses d'après les constellations, aussi les constellations familiales, comme une technique pour travailler en famille. Y la segunda era si piensas que vuestra profesión, la de psicólogos y psicólogas, al igual que la nuestra, la de educadoras y educadores sociales, va a tener más trabajo después de la próxima publicación del DMS5 que creo que viene dando fuerte. La seconde est que si ta profession, la psychologie, ou la nôtre comme éducateur, éducatrice, aura plus de travail encore, d'après la 2M5, la publication. Je pense qu'il s'agit là de cet instrument de diagnostic qui est utilisé par les psychiatres. Alors, je vais d'abord répondre à la première question. D'abord, merci beaucoup pour votre aide. Je regarde, il reste encore 15 minutes. Donc, les constellations familiales, c'est une technique qui est utilisée pour exprimer de façon métaphorique les difficultés qui existent dans les familles. Je connais moi-même une technique qui a été développée par Virginia Satir,
qui est beaucoup utilisé dans l'exploration des familles. Et dans la suite de cela, il y a eu un Allemand, Bert Hellinger, qui a développé une méthode aussi fort intéressante. Et j'ai vu Bert Hellinger travailler et j'ai trouvé que c'était vraiment transgressif. Bert Hellinger est éthiquement inacceptable parce qu'il s'introduit de façon intrusive dans la vie des personnes. Et pour moi, j'ai eu l'occasion de le dire, le respect de l'intégrité des personnes est quelque chose de tout à fait essentiel. On peut très bien faire des constellations familiales, mais non pas comme les a fait Bert Hellinger. J'ai fait peut-être une erreur déjà de citer le nom parce que peut-être que ce soir il y aura des personnes parmi vous qui auront cherché qui est Bert Hellinger sur Google et j'aurais mieux fait de ne pas en parler. Les conseils de famille sont pour moi quelque chose de très important. Je crois que, du moins ce que j'en sais, c'est que c'est en fait une mise en pratique des valeurs démocratiques, des valeurs de participation dans le cadre d'une famille. Et donc ça favorise aussi l'échange qu'il peut y avoir. Et cela permet aussi à tous les membres de la famille de s'exprimer. C'est du moins la compréhension que j'en ai. Si le conseil de famille contribue à remettre en question l'autorité qu'il y a dans la famille, cela est moins bon. Je suis un fervent défenseur de l'autorité. Je pense que l'autorité est quelque chose de très utile, de très important. C'est la loi en sympathie. L'autorité d'un parent à l'égard de son enfant, c'est de lui dire tu dois faire quelque chose d'une certaine manière, je le veux, c'est parce que je suis attaché à toi que je t'aime bien. Et c'est ce message-là qui est compris dans la fonction de l'autorité. Je crois que nous aurons plus de travail, nous en avons d'ailleurs de plus en plus. Mais qu'est-ce que nous allons faire avec tout ce travail? Est-ce que nous allons nous multiplier? Est-ce qu'il faudra engager plus d'éducateurs, encore plus de psychologues, encore plus de pédagogues sociaux, plus d'herbothérapeutes? Est-ce qu'on va avoir une inflation de services? Est-ce qu'on va devoir trouver toujours de nouvelles solutions à des problèmes? Je trouve que l'importance pour moi réside aussi à trouver des solutions avant que ne naissent les problèmes. Je trouve que la prévention est extrêmement importante. Et je trouve que là, nous avons tous un travail important à faire. C'est d'intervenir dans un message que nous destinons à la société, que nous destinons aux personnes qui nous gouvernent, pour expliquer ce dont ont besoin les enfants pour bien grandir, ce dont ont besoin les parents pour bien assumer leur rôle de parents. Nous savons aujourd'hui ce dont ont besoin les enfants. Nous savons ça très bien. Je ne sais pas si dans 10 ou 20 ans, nous saurons plus qu'aujourd'hui. Nous saurons plus, mais cela ne changera pas le message que nous avons à donner. Donc je crois que nous devons avoir le courage de nous prendre très très au sérieux, parce que les choses que nous faisons sont d'une sériosité, je dirais presque extrême, et que nous devons le communiquer. Ce que nous avons à dire est tout aussi important que le taux d'emprunt des banques ou le taux d'inflation ou je ne sais pas. Et donc ces histoires de diagnostic chez les psychiatres, je n'y crois pas tellement. Je crois que c'est un instrument de travail et d'ailleurs je ne peux pas répondre si une nouvelle catégorisation va créer plus de demandes. Il y aura de toute façon plus de travail, ça nous pouvons nous y attendre. T'as encore combien de minutes, Gilbert? Ça va, je me rapproche du contrat. Je
je ne suis pas très précis parce que nous avons commencé avec 5 minutes de retard. Je pense que c'est OK. Mais qui peut créer peut-être un fin mot idéal à cette conférence? Can I ask you, could you work with children with life stories? Yeah. Est-ce que vous pouvez expliquer en I wanted to ask you if you work with adults which have been living in the psychiatric system for most of their lives, and the bonding is gone and the network is gone, and you work with the life stories, what will you suggest to put your focus on when you had to create hopes and there are no network, there are no bonding anymore, the relatives is gone? Je réponds à la question, mais j'ai peur que je vais dépasser le contrat parce que je vais parler jusqu'à 4 heures à ce moment-là. Il y a 2 choses qui m'intéressent beaucoup dans ma vie professionnelle, qui est quelque chose qui me passionne beaucoup. La première chose, c'est que depuis une dizaine d'années, je m'intéresse beaucoup au travail avec des familles qui ne demandent pas de l'aide. C'est des familles qui ont une longue histoire de relations avec des professionnels. Ce sont des familles qui connaissent tout le réseau des psychologues, des assistants sociaux, des pédagogues, des ergothérapeutes, etc. et qui ont fait l'expérience que ça ne leur a pas été utile. Et donc, voilà un nouvel intervenant qui arrive, et est-ce qu'il aura une chance de nous aider? Et j'ai avec le temps commencé à développer une démarche qui va permettre quand même d'installer le début d'un lien dans ces familles-là par une série de rencontres où l'important pour moi est toujours de fixer des objectifs très limités. Donc à l'université, j'ai appris à travailler avec des personnes qui demandent de l'aide. Malheureusement, j'en ai rencontré très peu. Ça existe dans les cabinets privés. Mais là où je travaille, j'ai rarement des personnes qui disent « Ah, Monsieur Prégneux, nous sommes contents de vous connaître parce que nous avons besoin d'aide et vous allez nous la fournir. » Ça, je dois dire, ça ne m'est encore jamais arrivé. Mais ce que je rencontre ou ce que je vois, ce sont des familles qui vont très très mal, dans une grande détresse, et des familles qui ne demandent pas de l'aide. Et donc, avec le temps, j'ai appris qu'il faut essayer de rentrer dans ces familles-là, d'établir un contact et de travailler sur le long terme avec des objectifs très petits, en essayant aussi de se rendre utile, en essayant de fournir une aide. Et avec le temps, je me suis rendu compte que ça prend parfois 6 mois ou 1 an, ces familles sont prêtes à vous accueillir, à partager quelque chose, à partager une expérience ou à accepter aussi un conseil ou une aide qui leur est fournie. Mais en donnant cette explication, je trace une piste, mais il me faudrait beaucoup plus de temps pour en parler. Une autre chose qui me passionne, ça je fais beaucoup avec des professionnels, c'est l'exploration de la famille d'origine et l'exploration de la biographie des individus. Donc l'idée de la systémique, c'est que dans ce que je suis aujourd'hui, il y a une partie de mon histoire qui résonne. Il y a la génération qui m'a précédé, encore la génération avant, la façon dont les hommes vivaient leur rôle, la façon dont les femmes vivaient leur rôle. Est-ce qu'il y a eu des drames qui sont arrivés? Est-ce qu'il y a eu des deuils qui n'ont pas été gérés? Et donc tout cela, quelque part, a laissé des traces aussi dans ma personnalité. Et donc travailler sur ces biographies, pour moi, c'est quelque chose de très très fascinant et j'aime beaucoup faire cela.
Ça se fait très bien avec des professionnels, des éducateurs, des assistants sociaux, des psychologues et des personnes qui sont prêtes à avancer dans cette direction-là. C'est plus difficile avec les familles que je vois, mais ça peut se faire quand même là aussi, mais je dirais de façon beaucoup plus limitée. Mais c'est, je dirais, ce que Freud appelait la voie royale. Pour lui, c'était le rêve, n'est-ce pas? Il aimait le rêve. Et je dirais que pour nous, les thérapeutes familiaux, une des voies de l'exploration du fonctionnement d'une famille, c'est l'analyse au-delà des générations. C'est, pour moi, ça remplace une séance de cinéma. Other questions? Il y a encore quelqu'un qui veut ajouter quelque chose à toutes ces belles réflexions qu'on a eues jusqu'à maintenant? Avant que Gilbert va faire arrondir sa présentation avec sa petite histoire qu'il nous a annoncée. On est encore bien dans les délais, Gilbert. Je trouve qu'on se rapproche de... Encore une réflexion, une question. Thank you. Well, it's maybe a very extreme question I'd like to ask you. Because now about family and relationships to other things, so in extreme instances you have heard about a child raised by wolves in nature and still survive. What about that family? Est-ce que je peux commencer avec mon histoire? Je ne sais pas quoi trop vous dire. Cela me semble très difficile. Je dirais que ce n'est pas possible. Cet enfant va survivre avec des traumatismes très 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 lourds. Je crois que c'est une donnée biologique qui est prévue par la nature. Peut-être cela va changer dans 200 ans, n'est-ce pas? Je n'exclus rien, dans 300 ans. Mais ce que nous savons aujourd'hui, c'est que du point de vue biologique, il y a une norme. Et cette norme, c'est qu'un enfant a besoin d'une ou de plusieurs personnes qui sachent établir un lien. Maintenant, comme je disais avant, il y a des conditions de survie qui sont prévues aussi dans le psychisme des individus, qui fait que la force de vie va permettre à un enfant ou un adulte de survivre dans des conditions extrêmes. Il y a eu des livres qui ont été écrits au sujet d'enfants que l'on a retrouvés, où on a pensé qu'ils ont été élevés par des loups. Je ne sais pas, je n'ai pas de connaissances à ce sujet, mais je peux dire que, à mon avis, c'est très difficile et que je ne souhaiterais pas que cela arrive à qui que ce soit. Alors, il y avait une fois, on a organisé un congrès. C'était un congrès presque aussi important que celui-ci. C'est tout vous dire. Et c'est un congrès qui a duré 4 jours avec des personnes, allez, je vais dire, qui se prenaient comme très très importantes. Donc c'était différent de ce que je vis ici, parce que je sens quand même ici une grande modestie, aussi un grand partage. Et 10 mois avant le congrès, on avait aussi invité une personne qui était spécialiste du stress. Parce que ces personnes qui venaient à ce congrès, on savait que d'habitude, ils souffraient du stress. Et alors on avait demandé à cette personne qui avait déjà un certain âge si elle était disponible de travailler pendant toute une journée sur le stress. Et alors cette personne a dit bien sûr, a écrit « Je suis d'accord ».
Je ne sais pas si on lui a fait signer un contrat. Je ne crois pas. Je ne crois pas, vous comprendrez dans la suite. Alors il y a 5 mois qui se passent et les organisateurs reprennent contact avec ce grand professeur du stress et lui disent « Écoutez, on veut un peu limiter votre intervention. Est-ce que vous seriez d'accord d'intervenir seulement sur 3 heures pour parler du stress ?» Bien sûr, dit ce monsieur, 3 heures, moi ça me suffit amplement. 3 jours avant le congrès, on lui téléphone et on lui dit « Il y a tellement d'intervenants qu'on a décidé que votre temps d'intervention sera réduit. Ne nous en voulez pas. De toute façon, vous n'avez pas de cachet, donc sans cachet, vous n'êtes pas fâché si vous n'aurez qu'1 heure pour intervenir. » Donc ce monsieur dit « Mais vous savez, moi, pour ce que j'ai à dire, 1 heure, ça me suffit. » Alors le congrès commence et ce monsieur doit intervenir l'après-midi à 2 heures. Et donc le matin, quand on le voit arriver, on lui dit « On a de gros problèmes parce que nous avons fait, plutôt notre ordinateur a eu une panne. Et donc le programme qui est sorti fait qu'en fin de compte, vous n'avez que 10 minutes pour parler du stress. Et comme nous savons que vous êtes très flexible, nous nous sommes dit que vous accepterez aussi de ne parler que pendant 10 minutes. Et bien sûr. Alors, il est 2 heures, et ce monsieur est appelé donc au pupitre, et on s'attend à ce qu'il commence son exposé. Alors, en dessous de la table, il sort comme un panier en plastique transparent. Et il sort un sachet où il y a des grosses pierres dedans. Et il commence à sortir une pierre après l'autre et la met dans le sachet jusqu'à ce que ce sachet transparent soit plein. Et donc il pose la question à l'auditoire, est-ce que vous pensez qu'on peut encore rajouter quelque chose? Alors naturellement il y a 200 personnes qui lèvent le bras, ce sont de très braves élèves, n'est-ce pas, de très braves participants et qui disent non, il n'y a plus de place pour ajouter quelque chose. Alors il sort un autre sachet et là il y a des cailloux. Et donc il commence à mettre des cailloux dans le sachet jusqu'à ce que ça soit plein. Alors il pose la question, et maintenant, est-ce que vous pensez que ça soit plein? Alors cette fois-ci, il n'y a plus de 200 personnes, mais il n'y en a qu'une 50aine qui lèvent le bras et qui disent, mais bien sûr, c'est plein, plein. Et il sort encore un sachet et il y a du sable dedans. Et il met du sable dedans, jusqu'à ce que le sachet soit rempli de pierres, de cailloux et de sable. Et là-dessus, il dit, est-ce que c'est plein? Alors, il y en a un monsieur, première rangée, qui dit, là, c'est vraiment plein. Et le grand professeur demande, alors, est-ce que vous savez pourquoi je fais ceci? Alors, il y a un très malin qui dit, oui, ça montre que quand l'agenda est plein, on va quand même toujours trouver encore du temps pour un nouveau rendez-vous. Et il dit, mais ce n'est pas encore plein. Et alors, il prend une bouteille d'eau et il remplit avec de l'eau. Et donc dans le sachet, il y a des pierres, des cailloux, du sable et de l'eau. Et il dit, maintenant, c'est vraiment plein. Et en fait, j'ai fait cet exercice pour vous expliquer qu'il y a des choses très importantes dans la vie et qu'il y en a d'autres qui le sont beaucoup moins. Les grosses pierres, ça, ce sont les choses les plus importantes dans la vie. Les autres, c'est beaucoup moins important. Et donc, il faut commencer par placer les grosses pierres dans le sac. Parce que si vous les mettez à la suite de l'eau, du sable et des cailloux, ils ne trouveront plus de place.
Et alors je vais vous donner une tâche, a-t-il dit aux participants. Imaginez que chacun de vous ait 10 cailloux à mettre dans ce sac. Et sur chaque caillou, vous allez écrire ce qui est important pour vous dans votre vie. Peut-être l'amour, le fait d'être parent, la satisfaction, l'art, la dignité, les enfants. Faites votre choix, écrivez cela sur les gros cailloux et commencez par les placer dans le sac. Et tout le reste va s'organiser par soi-même. Voilà l'histoire que je voulais vous raconter. Merci Gilbert. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Oui, c'était vraiment un discours, une présentation magnifique.